RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. 9h10, le débat du jour ce matin avec Sophie Dravinel, bonjour. Bonjour. Chroniqueur entre autres à Public Sénat, Père Arnaud Alibert, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef au quotidien La Croix, merci à tous les deux d'être présents. Et on va parler d'intelligence, mais pas n'importe laquelle. Ah oui, attendez, je vous touche, Pierre-Luc, parce que je me vérifie que c'est pas un robot quand même. Ah non, ça je vous confirme. Bientôt, ce sera peut-être le cas. Ah bah oui, mais vous aussi, peut-être que votre beau costume cravate, ça sera un humanoïde qui aura aspect d'humain, mais qui n'aura rien. On plaisante, mais c'est déjà le cas. Je cite par exemple le cas de cette présentatrice météo suisse, bien sûr, qui est déjà une IA et qui, c'est l'une des chaînes de télé qui a inauguré d'ailleurs l'IA en termes de présence quotidienne via la présentation météo, et donc qui n'existe pas, mais comme on ne voit rien, on ne s'aperçoit de rien, on ne sait pas que c'est un robot, et finalement nous sommes bien humains. L'indiscernabilité fait gagner l'IA. On va bien sûr en parler de ce sommet de l'IA qui se déroule pendant plusieurs jours à Paris. Et puis on parlera aussi, c'est au menu. Alors attendez, je retrouve ma petite fiche. Et bien on va parler de l'actualité politique. François Bayrou, jusqu'à quand? Et puis faut-il réduire le droit du sol à Mayotte, puisqu'aujourd'hui les Républicains ont leur niche parlementaire, Louis. Voilà, c'est dit. Et bien voilà, c'est parti pour le débat du jour. Vous pouvez réagir par mail direct@radionotre-dame.com et direct@rcf.fr. Et donc le sommet mondial sur l'intelligence artificielle organisé à Paris s'ouvre aujourd'hui avec 2 journées où des experts échangeront sur cette technologie qui en moins de 2 ans a bouleversé de nombreux secteurs. On la connaît surtout à travers ChatGPT, pour ceux qui en font peut-être un usage quotidien à présent. Le programme de cet événement, porté depuis des mois par le président Emmanuel Macron, qui a convié Donald Trump et le propriétaire de X, Elon Musk, s'étale sur 6 jours quand même et devrait rassembler des milliers de participants. Ça commence donc aujourd'hui à l'École Polytechnique avec des tables rondes sur des sujets pointu. On va essayer de voir ce qui, pour vous, dans les médias, Père Arnaud Alibert et puis Sophie Dravinel, ancienne du Figaro, mais qui est toujours versée dans le monde médiatique à travers l'information que vous faites pour les Normaliens à la rue d'Ulm. Absolument, on a monté une petite formation qui est une mineure pour les étudiants, ça porte ce nom-là, et j'en fais une petite pub puisque vous m'ouvrez cette porte. Elle est ouverte à tous les étudiants de PSL, qui est le grand réseau universitaire autour de Paris-Saclay. Voilà, exactement. Et c'est une mineure pour essayer de recoudre du lien entre les médias et la recherche, donc entre la science et les médias. Et donc on est en plein dans le sujet. Justement, je me demandais, c'est pour ça que je vous pose la question, je me demandais si vous étiez impliqué d'une manière ou d'une autre dans ce sommet sur l'IA. l'ENS absolument. Et nous avons une enseignante de cette mineure, Karine Serfati, qui est une ancienne normalienne et qui va parler de désinformation avec Grégoire Lemarchand mardi 11, parce que mardi 11, il y a une grande journée à l'ENS sur tous les développements autour de ces sujets de l'IA, et ils vont parler des informations au milieu d'autres et de nombreuses conférences. La désinformation, ça vous concerne? Absolument, la désinformation au premier chef. Quel est le visage de cette désinformation? Est-ce qu'on peut essayer d'en faire le tour? Père Arnaud Alibert, allez-y. Sur la désinformation, oui, mais je ne sais pas si en liant avec l'IA, bien sûr. On rentre bien dans le sujet avec l'IA en parlant de la désinformation. Oui. Moi, ce qu'il faut peut-être en préambule, si vous permettez, c'est de dire de quoi on parle. L'IA, c'est en fait une algorithmique, c'est-à-dire en fait une technique qui prend les données connues et qui essaie de les arranger de manière optimale pour obtenir une solution à une question. En fait, on raisonne tous comme ça. Quand on va faire nos courses au supermarché avec un caddie, on a un algorithme en tête. On sait ce dont on a besoin, on connaît le lieu des magasins, et de fait, on a une trajectoire de caddie au milieu des rayons qui est une algorithmique. Donc c'est notre intelligence qui n'est pas artificielle, l'intelligence naturelle, mais au fond, l'intelligence artificielle produit ce genre d'éléments. Alors évidemment, avec les calculateurs extrêmement puissants, il ne s'agit pas de caddie et d'aliments, mais ça peut être une production de synthèse de données, ou alors ce qu'on appelle les codages, etc. Donc des éléments extrêmement complexes que l'homme obtenait après des mois de travail, et que là, la machine obtient en quelques secondes, même millisecondes. Mais globalement, l'IA, si on la regarde, c'est une technique maintenant qui est automatisée, et elle dit d'une certaine manière l'intelligence humaine, c'est-à-dire que c'est l'être humain qui a réussi à penser l'IA, et au fond, il ne faut pas rentrer dans le débat de l'IA, à mon avis, par la porte de la peur.
Non, certainement pas. Et moi, je pense qu'effectivement, ce serait se bloquer complètement et bloquer toutes les potentialités de l'IA. Il faut savoir évidemment que, par exemple, vous parliez de ChatGPT, celle poussée par la Chine avec DeepSeek, etc. Là, il y a à l'intérieur des biais, parce que les biais de l'IA existent évidemment, parce que ce sont les biais avec lesquels elle est construite. Et là, il y a un risque de désinformation. Mais l'IA est un outil extraordinaire pour les journalistes, par exemple. Pour la traduction, elle est pour la compilation des textes. C'est quelque chose, vous le disiez très justement, qui nous fait gagner un temps colossal. Et le temps, c'est de l'argent. Oui, je pense d'ailleurs, donc pour répondre à votre question, Louis, l'IA pourra très bien être utilisée pour débusquer la désinformation, la mésinformation. Donc, vous savez, ce qu'on appelle la désinformation, c'est la volonté de donner une information qui n'est pas correcte afin de nuire ou de tromper. La mésinformation, qui à mon avis est qui est le risque majeur aujourd'hui, vu le développement de l'information et des réseaux sociaux, la mésinformation, c'est le fait de distribuer, de répandre, de transférer, de transmettre une information de mauvaise qualité. Ça, on peut penser, alors, que à la fois l'IA pourra produire de la mésinformation, mais la même IA, puisque l'IA ce n'est qu'une technique, donc ça dépend comment on l'utilise, pourra corriger une mésinformation, comme certains logiciels corrigent des images ou d'autres sont des correcteurs d'orthographe. Il existe donc moi j'ai en tête là une start-up française dont le boulot est de démasquer dans l'ensemble de la communication du web la mauvaise information. Donc, d'une certaine manière, c'est un peu comme si on disait l'électricité, le pétrole, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ça dépend ce qu'on en fait. Exactement. En fait. Mais je ne voulais pas y entrer par l'angle de la peur, mais simplement de la vigilance, dans la mesure où l'IA s'est présentée sous cet aspect-là. Je pensais surtout aux images. Quand on voyait le pape François revêtu d'une doudoune ou le pape François qui court dans la rue, on se dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, parfois c'est caricatural, donc on imagine que c'est faux, mais cela a tous les aspects du vrai. Et c'est là que les choses deviennent complexes. Alors, pour être positif, parce que je pense qu'on doit l'être aussi par principe, je pense que ça peut renforcer la confiance entre les utilisateurs et des organes de presse qui ont leur confiance. Et je pense que le terme de confiance sera clé dans les années qui viennent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les photos, on les prend de partout, mais quand on sait que telle agence de photos ou telle autre agence de photos n'a pas fait d'erreur, n'a pas propagé de mauvaises photos, ou alors très vite a retiré de sa banque des photos qui sont trafiquées, je pense que ça peut renforcer et que ça peut renforcer la confiance avec des médias comme La Croix, évidemment, puisque vous êtes en face de nous, mais d'autres médias aussi qui font ce travail de vérification. Il y aura une prime aux médias traditionnels. Il y aura peut-être une prime aux médias, en tout cas, dans lesquels on a une relation de confiance. Et je pense, vous voyez par exemple Le Monde Histoire. Il y avait une assez impressionnante sur je crois que c'était les Vikings. Et il y avait une image de synthèse. Elle avait été fournie par leur prestataire, entre guillemets, et en fait, ils n'avaient pas réalisé que c'était une image de synthèse. Ce genre de choses pourrait ne plus exister parce qu'il y a une vigilance qui va être accrue. On pense aussi à une de Libération où on avait une photo à Gaza avec un Gazaoui qui brandissait une photo et cette photo était générée par l'IA. Et la photo brandie, qui était une photo dans la photo, donc, était très choquante, mais elle était une photo de synthèse, enfin, c'était une image de synthèse fabriquée et elle était fausse. Et ça, les responsables de Libération ne l'avaient pas vu. Se sont excusés très vite, avec un peu de gêne et un peu de... Voilà. Mais ça, je pense que de plus en plus, on va être alerté là-dessus. Ce qui, moi, m'inquiète, c'est plutôt la politique. Et aussi dans les discours. Et la possibilité de transformer non seulement les images, mais les discours. Et on vous verra, vous, rédacteur en chef de Radio Notre-Dame, avoir un discours très éloigné de ce que vous pourriez dire et personne n'y verra rien. Et c'est là où ça va être extrêmement difficile parce que ce sera un outil effectivement de désinformation. Et je reviens sur cette très juste distinction entre mésinformation et désinformation. Je pense que ceux qui souhaitent déstabiliser un État profiteront aussi de la mésinformation pour déstabiliser. Père Hélibert. Non, vous avez dit beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a le premier point à dire, c'est que tout le monde doit être vigilant et qu'en matière de médias, tous les médias ne sont pas exposés au même risque. Prenons la radio, puisque nous sommes sur la radio. Pour l'instant, tant qu'il y a un présentateur, il engage sa responsabilité et sa déontologie. À partir du moment où il y a de l'image,
on est en droit de se dire, mais d'où vient cette image, qui l'a produite? Et donc, c'est l'histoire que vous racontez. Il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres. En termes d'écrit, c'est pareil. Qui tient la plume? Puisque le lecteur d'un article de La Croix fait confiance à La Croix en disant, derrière l'article de La Croix, c'est un journaliste que je connais pas, mais on sait qu'à La Croix, ils peuvent pas mentir, ils peuvent pas mettre une machine derrière un article. Mais c'est le cas aujourd'hui parce qu'en fait l'intelligence artificielle est tout à fait récente. Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, quel sera le rapport de confiance entre le lecteur et l'article écrit? Voilà, ça c'est une vraie question. Pierre, il y a déjà aujourd'hui en Russie des diffusions de journaux français trafiqués. On voit dans des médias russes plus ou moins affiliés d'ailleurs au pouvoir, des unes du Monde ou des unes... Pour lever le moins. Voilà, des unes du Figaro, des unes du Monde, il y a eu des affaires sonnantes là-dessus. Et on peut avoir des unes de La Croix complètement trafiquées et complètement refaites. Ça c'est sûr, donc évidemment la tromperie peut se généraliser. Je pense qu'il y a aussi... peut-être tout en poursuivant le développement de l'IA, etc., partir comme point de presque d'horizon de la pensée du très long texte édité par le Vatican la semaine dernière, qui redonne les éléments fondamentaux de l'intelligence artificielle, et en particulier, c'est là où il faut plus raisonner comme je vous le proposais de raisonner tout à l'heure en disant, au fond, l'électricité, le pétrole, ce sont des moyens à l'usage des hommes, l'intelligence artificielle en est. Il y a quand même une différence fondamentale, c'est que dans intelligence artificielle, il y a un mot qui est trompeur, c'est le mot intelligence. Alors que dans pétrole et électricité, on sait bien que le corps humain n'a ni pétrole ni électricité. Une énergie. Voilà. Le mot intelligence artificielle est un emprunt à la nature humaine appliqué à une machine. Or, tous les développements les plus complets sur ce que c'est que l'intelligence humaine, développements qui ont produit des théories pédagogiques dans les années précédentes, montrent que l'intelligence est polymorphe, que l'intelligence humaine n'est pas que algorithmique, elle est aussi sensorielle, sensitive, elle est expérimentale, elle est incoative, c'est-à-dire qu'elle avance et au fur et à mesure, donc elle se transforme. Donc tout cela n'est pas ce qu'on appelle intelligence artificielle. En fait, n'est pas une intelligence, mais c'est pour le moment. Ouais. Alors, y a-t-il une ambiguïté sur le mot, parce qu'intelligence, c'est renseignement en anglais, ce n'est pas intelligence, hein? Oui, alors c'est pour ça que le Vatican a rappelé deux éléments essentiels. Enfin, un élément essentiel, c'est que l'intelligence artificielle n'a pas de corporéité. Or, dans l'anthropologie chrétienne, c'est le corps qui porte la nature de l'homme, vraiment qui porte la nature sans dire tout de la nature de l'homme, c'est le corps qui la porte. Donc il n'y a pas de corps dans l'intelligence artificielle. Et deuxième point, moi qui me paraît important, mais je n'ai pas lu suffisamment attentivement le long texte du Vatican sur ce point, mais dans l'intelligence humaine permet à l'homme de se tourner vers l'inconnu, Dieu ou des entités métaphysiques. C'est-à-dire l'intelligence humaine, c'est recevoir de l'inconnu suffisamment d'éléments pour penser sa vie et avancer. Or ça, c'est tout à fait ce que ne fait pas l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne fait son beurre, si j'ose dire, qu'à partir de ce qu'elle connaît. Donc ça, c'est là où il y a une grande différence entre... Elle ne fait pas toute chose nouvelle, pour reprendre... Elle ne fait que du recyclage. Oui, et du recyclage parfois daté d'ailleurs, puisque la particularité de l'intelligence humaine dans la recherche en particulier, c'est qu'elle avance, et effectivement, l'IA ne fait que suivre ces avancées-là. Mais on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas si un jour la machine, d'une certaine façon, dépassera ou prendra de l'autonomie. Là, on arrivera dans un autre monde, mais en tout cas... Sortir du cadre. Absolument, en tout cas pour le sujet... On peut même presque penser que c'est sans doute déjà le cas dans certains laboratoires. C'est-à-dire qu'en fait, là, on ne le sait pas, ce n'est pas sur la place publique, mais il est tout à fait probable, quand on connaît l'histoire du développement des sciences, que déjà aujourd'hui, on a une intelligence artificielle de degré 2 qui produit elle-même
Voilà. Et moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, on parlait des médias et on parlait du contrôle de l'homme sur la machine et en tout cas de la tentation du surhomme, parce que ça aussi, c'est souligné dans le texte du pape, et de la puissance et de la volonté de puissance. Et ça, c'est quelque chose qui dépasse la seule histoire de l'intelligence artificielle. C'est une espèce, ça, on revient à l'Antiquité. Il y a des choses que nous connaissons très bien, qui sont ce désir de surpuissance de l'homme, et que les chrétiens diront poussé par le voisin du dessous. Et donc tout cela est aussi extrêmement, et je reviens sur les côtés un peu nocifs de cette volonté de contrôle. Je pense à Google qui vient de renoncer à livrer, par exemple, les images qu'ils peuvent avoir pour des questions de sécurité qui sont évaluées en fonction des États sous lesquels ils travaillent. Donc, si on est dans des gouvernements illibéraux ou totalitaires, on ne sait pas ce qui se passe aux États-Unis, mais là, pour moi, il y a comme un coup d'État, quand même, qui est en train de se passer là-bas. Je ne sais pas si on mesure ce qui est un coup d'État aux États-Unis. Avec Elon Musk et la prise de contrôle sur toute la puissance. Parce que Donald Trump a été élu. Oui, non, bien sûr qu'il a été élu, mais ce qu'il a fait après dépasse... Un coup dans l'État. Alors, un coup d'État, c'est un peu excessif comme formule. Parce que... Alors, écoutez, moi, ce que je pense, c'est qu'en tout cas, ils sont en train de déborder largement de ce qui leur a été confié, et que, en particulier, dans le contrôle des services publics américains, je pense pas que les électeurs leur avaient donné cette mission-là. Après, c'est une analyse, et là, plutôt éditorialisante qu'autre chose, ça j'en conviens. Ce qui s'est passé sur Gaza, ce que nous dit le New York Times, c'est que quand même Donald Trump n'avait prévenu personne des propos qu'il allait... Alors est-ce qu'il faut croire le New York Times ou non? Mais en tout cas, c'est ce qui est dit. C'est une hypothèse qu'il n'avait prévu absolument personne de ce qu'il allait faire, de ce qu'il allait dire sur Gaza. Et donc là, on est vraiment dans une situation qu'on ne peut pas prédire. On ne peut pas prédire ce qui va se passer. Et c'est pour cela que les outils extrêmement puissants mis dans la main, pour en revenir à mon point, de gouvernements qui sont illibéraux ou qui en tout cas ont des tendances totalement... je ne sais pas quel est du coup le vocabulaire que vous employez. Propagandiste. Oui, pour le propagandiste, voire peut-être plus. Mais tout le monde fait de la propagande aujourd'hui, même les entreprises. C'est pour ça, en matière de propagande, on va pas très loin en disant ça, mais illibéraux, vraiment. Ouais. Je pense que là, il y a un vrai danger de l'utilisation de cette intelligence artificielle, y compris dans les médias, parce que c'était le point original. C'est pour ça que je trouve particulièrement intéressant que ce sommet mondial de l'intelligence artificielle se passe en Europe. Alors, on peut dire un cocorico français, mais pensons à l'Europe. L'Europe, aujourd'hui, est dépeinte comme la région du monde où l'intelligence artificielle n'est pas un fleuron, devrait l'être, mais ne l'est pas. Donc, il y a les deux grands, c'est la Silicon Valley. Et puis, il y a cette Silicon Valley à la chinoise, au sud de Shanghai, d'où est né DeepSeek, avec ce chercheur génial, Liang Wenfeng, qui a proposé cette intelligence artificielle à la chinoise. Moi, donc, on voit que là, il y a une forme de course, en fait, comme si l'Europe et la France essayaient de se situer dans ce concert et dans cette concurrence internationale. Je pense que c'est intéressant de voir que 6 jours sont consacrés à la chose, et peut-être qu'on va y revenir tout de suite. Oui, justement, on va peut-être prolonger un petit peu sur l'IA, si vous le voulez bien, avant de passer à d'autres actus. Et on pourra peut-être parler aussi de la place des religions, puisque le pape François avait prononcé l'appel de Rome il y a quelques années, on s'en souvient, on en parlera juste après. Avec vous, Père Arnaud Alibert, rédacteur en chef au quotidien La Croix, Sophie Dravinel, chroniqueur, notamment à Public Sénat. Vous pouvez continuer à réagir si vous n'y comprenez rien à l'IA, ou si vous y comprenez quelque chose, direct@rcf.fr. C'était assez clair là, non ? Mains ouvertes, un appel de la Fondation Notre-Dame. Bonjour, je suis Julie, chargée du suivi des projets à la Fondation Notre-Dame. À seulement 19 ans, Angela a déjà traversé des épreuves qui auraient pu briser ses rêves. Originaire de Colombie, elle s'accrochait à sa passion, le football, qu'elle pratiquait depuis presque 10 ans, rêvant d'en faire son métier. Mais en France, ce qui semblait être une opportunité pour sa carrière s'est transformé en un piège, une tentative d'exploitation sexuelle. Avec courage, Angela a réussi à fuir, et après une période d'errance, elle a trouvé refuge dans une association. Aujourd'hui, elle reprend espoir grâce au futsal, son sport de prédilection, où elle excelle. Son entraîneur la décrit comme talentueuse et dévouée.
Mais Angela ne pourra pas continuer à jouer si elle ne peut pas financer son inscription. De plus, ses chaussures trop petites la font souffrir à chaque entraînement. Avec 200 €, Angela pourrait s'offrir une paire de chaussures adaptées et payer ses frais d'inscription, lui permettant ainsi de poursuivre son rêve et de se reconstruire une vie autour du sport qui la passionne. Faites votre don en toute sécurité sur le site fondationnotre-dame.fr ou bien par chèque Fondation Notre-Dame-Mains Ouvertes au 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75 004 Paris. Merci. Radio Notre-Dame, la suite de notre programme dans un instant. 9h30, la suite du débat passionnant sur l'IA, c'est tout de suite. Mais d'abord, le retour de l'information avec vous, Cécile Mérieux. Semaine chargée au Parlement. Hier, François Bayrou a survécu à 2 motions de censure. Il a pu faire adopter les budgets de l'État et de la sécurité sociale pour 2025. Ceci grâce à la neutralité des socialistes et du Rassemblement national. Ils ont décidé de ne pas censurer son gouvernement. Le budget de l'État sera adopté définitivement aujourd'hui avec un dernier vote du Sénat. Les Républicains ouvrent leur journée de niche parlementaire. En haut de la pile, ils proposent à l'Assemblée un texte visant à durcir les restrictions au droit du sol à Mayotte. Un texte soutenu par l'exécutif qui sera sans doute voté par le RN. La gauche pourrait afficher un semblant d'unité retrouvée contre cette loi après de fortes divergences stratégiques sur les textes budgétaires. Coup de téléphone entre Emmanuel Macron et le nouveau dirigeant syrien par intérim. Selon la présidence syrienne, le chef d'État français aurait félicité et invité en France Ahmad al-Chareh. Pour l'Élysée, l'intention était d'appuyer en faveur d'un processus de transition respectueux du peuple syrien, d'inclusion des Kurdes et de lutte contre le terrorisme. Les propos outranciers de Donald Trump sur Gaza hier ont déclenché un déluge de critiques internationales, y compris de la part des Palestiniens et des pays arabes concernés. Le président américain a notamment déclaré vouloir prendre le contrôle de Gaza et déplacer sa population. Le chef de l'ONU a mis en garde contre un nettoyage ethnique dans le territoire palestinien. Le sommet mondial sur l'intelligence artificielle s'ouvre aujourd'hui à Paris. Il commence avec 2 journées où des experts échangeront sur cette technologie et notamment les bouleversements qu'elle a engendrés ces dernières années. Lundi sont attendus patrons de la tech et chefs d'État. Et enfin, janvier 2025 a été le mois le plus chaud, le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré dans le monde. Une annonce de l'Observatoire Copernicus. Merci beaucoup Cécile Mérieux. On vous retrouve à 10h en chair et en os pour le prochain point sur l'information. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. En chair et en os, puisqu'on s'interroge ce matin sur les conséquences possibles de l'intelligence artificielle avec le père Arnaud Alibert et Sophie de Ravinel. À la lumière donc d'un sommet sur l'IA qui se tient à Paris et s'ouvre aujourd'hui, les gouvernements doivent exiger des garanties en béton sous la forme de preuves statistiques ou mathématiques qui peuvent être évaluées et vérifiées avec soin, nous dit Stuart Russell, qui co-dirige l'Association internationale pour une IA sûre et éthique. Et il nous dit, le risque, c'est l'extinction de l'humanité qui pourrait résulter de systèmes d'IA beaucoup plus intelligents et donc beaucoup plus capables d'influencer le monde que nous. Sans ça, on court droit au désastre, sans ces garanties. Alors, je ne veux pas jouer sur la rhétorique de la peur, mais est-ce qu'on doit prendre au sérieux ce genre de remarques ? Sophie de Ravinel. Oui, bien sûr qu'il faut les prendre au sérieux parce qu'en fait, comme on ne sait pas ce qui vient, il vaut mieux prévoir le pire. Hein, c'est comme en médecine. Et de ce point de vue-là, il faut s'armer, effectivement, armer intellectuellement et s'armer, prévoir ce qu'il y a. Mais encore une fois, moi, je pense que on a, en tout cas en matière, par exemple, ne serait-ce que médicale, des possibilités de progression des soins qui sont colossales. On arrive à faire entendre des sourds depuis un moment, et encore mieux, à faire parler des personnes qui ne sont plus en état de le faire. On peut imaginer des taux de guérison de maladies jusque-là considérées comme incurables, et ça, on ne peut que s'en réjouir. C'est évident, à condition que ces soins puissent être accessibles à tous, parce que là aussi, il y a une question de justice sociale, et ça, je crois que c'est un des points sur lesquels l'Église, en tout cas, est très attentive, à ce que c'est l'Église catholique, à ce que c'est justement bénéfice de l'IA puisse découler, ruisseler, pour utiliser un terme macroniste, sur l'ensemble de la population, parce qu'il y a un risque, en tout cas, évidemment, de creuset entre ceux qui pourraient bénéficier de tout ça, parce que ça coûte énormément d'argent, et je pense que on n'aura pas le temps d'en parler, mais les coûts et les coûts environnementaux de l'IA sont colossaux.
Pierre Alibert. Moi je voudrais revenir sur deux convictions qui se font jour. La première, c'est que l'usage de l'IA dépend du lieu où elle est utilisée. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans des pays libéraux, dans des pays... soyons clairs, une IA qui est développée aux États-Unis ou en Chine est beaucoup plus inquiétante qu'une IA qui se développerait en Europe, étant donné les lois que nous avons et les contrôles que nous avons. Bon. Donc, un des enjeux, c'est de rapatrier la production de l'IA, l'ingénierie de l'IA, sur le sol européen, si on ne veut pas que l'IA échappe au modèle civilisationnel de l'Europe. Sauf qu'on n'a pas les moyens financièrement. Alors, on n'a pas les moyens financièrement, même si l'affaire chinoise montre que c'est peut-être pas une histoire d'engagement financier, puisque visiblement le DeepSeek a été fait avec relativement peu de moyens, ou même très peu par rapport à d'autres. Et puis, il y a ce dont a besoin l'IA. L'IA a besoin d'électricité, d'eau et de personnel formé. Or, en Europe, nous avons les trois. Et en particulier en France, il y a une production électrique qui est continue, peu chère, et je pense que ce n'est pas les Bretons qui actuellement nous démentiront. Il y a de l'eau. Il y a au sud de la France une forme de désert qui avance. Donc, la France n'est pas submergée d'eau. La France connaît aussi les grands contrastes climatiques, saisonniers ou même sans doute permanents pour ce qui est de vraiment la Catalogne française. Mais il y a des endroits où l'eau ne manque pas en France. Donc là, on a deux arguments qui pourraient permettre une localisation de l'IA dans l'état actuel des techniques en Europe et spécifiquement en France, qui font que, et si on rajoute en plus une forme de vie plus douce, si on rajoute en plus une forme une société moins violente par rapport aux États-Unis ou à la Chine, on a un cocktail qui peut permettre que l'IA soit localisée. Les conditions sont favorables. Oui, je pense. Donc le fait qu'il y ait un sommet de l'IA en France me paraît pas complètement saugrenu, même si sur le plan des derniers développements technologiques, les développements ont eu lieu ailleurs qu'en Europe. Et le robot conversationnel baptisé Lucie, pensé pour offrir une alternative française, justement, vous avez vu ses débuts un petit peu difficiles, puisque basé sur des sources libres, il a dû être débranché après avoir livré une cascade de résultats absurdes aux internautes qui l'interrogeaient. Donc les lancements sont quand même difficiles chez nous. Oui, mais en fait, ChatGPT fait aussi des mêmes erreurs. Dites sur ChatGPT qui est Louis Dauphren, vous verrez les résultats. Moi, on l'a fait pour moi. Je me suis retrouvé auteur de livres que je n'avais jamais écrits. Je ne sais même pas s'ils existent. Donc, voyez. Je pense que de toute façon, il y a chacun de ces intelligences artificielles nationales ont des réponses qui sont orientées en fonction du pays dans lequel ils ont été créés. Vous posez la question aux États-Unis de savoir qui a réalisé le premier vol, vous n'aurez pas la même réponse qu'en France, alors que le dossier est très sensible, un peu comme le Mont Saint-Michel. Le vol dans l'espace. Non, le premier vol dans l'aéronautique. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà. Et donc, évidemment, c'est les Américains côté États-Unis, c'est les Français côté français. Et donc, c'est un peu comme le Mont Saint-Michel. Voilà. Mais je pense que en France, la question est celle du financement de la recherche et des moyens que l'on donne à cette recherche, avec évidemment de l'autre côté un Elon Musk ou un Donald Trump qui annonce mettre des milliards dans la recherche, quand nous en France la recherche est considérée comme un peu un parent pauvre, et de fait elle l'est. On voit le nouveau budget, je pense qu'effectivement on a des bonnes conditions théoriques pour accueillir et pour développer. Il n'empêche que ça reste quand même... Mais c'est une course technologique, ça c'est une évidence. Et moi je pense plus, comme vous le disiez très justement, que Père Alibert, le dossier est européen. Et je pense que là, l'action des États-Unis invite à une réaction européenne. On l'a vu sur un plan économique. On a vu qu'il y avait un bouclier européen qui était en train de se constituer au gré des attaques américaines. Peut-être, même si on peut avoir des doutes, qu'il y aura une même réaction. Encore un point qui concerne la presse française. 5 organisations représentant plus de 3000 titres, on est sur les médias de la presse française, ont appelé les pouvoirs publics à imposer un dialogue entre les entreprises d'IA et les médias pour mettre fin au pillage de leur contenu, préserver une information fiable
Les services d'IA génératifs comme ChatGPT, nourris de données glanées sur Internet, s'imposent à une vitesse fulgurante, disent-elles, ces organisations, dans la recherche d'informations, répondant de plus en plus directement aux usagers sans renvoyer à la source. Absolument. Et ça, c'est quand même très problématique. Et c'est très problématique parce que les médias, entre eux, n'ont pas forcément la même avis, ne s'entendent pas pour travailler sur ce pillage des données. On reparle de Google, on reparle de tout ça. Moi, quand j'étais au Figaro, j'ai participé à la création d'une charte sur l'IA. Il y en a aujourd'hui dans la plupart des grands médias. Je ne sais pas si La Croix a déjà sa charte sur l'IA, mais en tout cas, ça permet d'avoir... Qui est évolutive d'ailleurs, en Absolument. fonction des techniques. Mais la difficulté, c'est de faire travailler les médias entre eux, et c'est pas seulement en France, c'est aussi partout en Europe. En fait, si on met à part l'information et le militaire, qui sont deux domaines un peu sensibles, l'IA n'apporte que des avantages, Père Alibert ? Non, on peut pas dire ça. C'est une technique, donc ça dépend de l'intention de la personne qui l'utilise. Mais l'info, c'est sensible, le militaire aussi. On voit que dans le médical, par exemple, on a peut-être que des avantages dans le médical. Oui. On peut, mais vous prenez l'éducatif, ça dépend ce qu'on en fait. Si ça remplace l'effort naturel de l'homme à former son esprit, c'est une mauvaise idée. Ça peut être un bon support technique pour le sport, mais ça peut être aussi une façon d'exploiter encore plus le corps humain. Enfin, il y a mille balances. En fait, le risque, effectivement, c'est quand même l'appauvrissement du cerveau dans l'apprentissage. Et ça, je pense que vous avez tout à fait raison de le souligner. La question, c'est celle de l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on va donner comme motivation à des jeunes qui devront apprendre une langue étrangère quand ils savent que finalement l'ordinateur va traduire à leur place et beaucoup plus vite? Qu'est-ce qu'on va dire à des jeunes informaticiens ou des jeunes qui veulent se former sur la programmation? En fait, le cerveau ne va plus être habitué à l'apprentissage et à tout le chemin intellectuel de l'apprentissage, et c'est un risque d'appauvrissement et de réduction finalement de cette créativité dont vous parliez tout à fait tout à l'heure. Voilà, et le désastre, il est peut-être là, le désastre. C'est sûr que le cerveau humain risque d'être moins formé que le cerveau de l'IA à un moment donné. Moi, peut-être dernier point, parce qu'il faut qu'on passe à autre chose, mais pour moi, il y a aussi un risque de creuser les inégalités, ce qu'on appelle la fracture numérique, c'est-à-dire qu'on voit bien que ce seront les mieux formés, les plus cultivés qui seront en capacité de gérer au mieux leur relation à l'IA. Je dis pas la dominer, mais savoir essayer de mettre le curseur au bon endroit dans leur vie par rapport à l'usage de l'IA. Et ceux qui seront moins dotés en connaissances techniques, si vous voulez, en présupposés culturels, risquent de prendre les données de l'IA, les produits de l'IA, comme argent comptant, et risquent ils sont donc plus en danger. Mais peut-être passons D'où l'intérêt de la lecture. Non, bien sûr. Et donc, ce sommet de l'IA, pendant 6 jours, on aura l'occasion d'en reparler sur notre antenne. En tout cas, ChatGPT, c'est très bien qui est Louis Dauphren. J'ai demandé, c'est extrêmement précis. Ça donne exactement votre biographie, cher Louis. Alors, vous dites que ChatGPT dit la vérité. En tout cas, concernant votre biographie, il semble bien. On va tester pour Sophie Dravinel. Et puis j'essaierai. Tiens. Vous me direz. C'est le rapport à la vérité finalement qui nous intéresse ici. François Bayrou a engrangé un premier succès hier avec le vote par l'Assemblée du budget de l'État grâce à la neutralité des socialistes qui ont décidé de ne pas voter une motion de censure contre son gouvernement. Seuls 128 députés, dont 6 socialistes, ont approuvé la motion de censure déposée par les élus LFI, communistes et écologistes, alors qu'il aurait fallu 289 voix pour faire tomber le gouvernement. Donc premier succès de François Bayrou. Quelle analyse portez-vous au lendemain de celui-ci, Père Arnaud Libert? Eh bien, François Bayrou est un homme politique et très affûté. C'était en fait le message qu'il fallait recevoir le jour de sa nomination. Il est arrivé, dit-on, à arracher sa nomination au président, donc c'était quand même preuve qu'il est assez habile. Et là, il n'est pas tombé dans... Alors, il a bénéficié du précédent Barnier qui avait essuyé les plâtres et puis qui, de fait, chronologiquement, la situation était tellement dégradée qu'aujourd'hui, il y avait une énorme pression sur le Parlement pour accoucher d'un budget. Peut-être que son habileté n'aurait pas suffi au mois de novembre, mais là, c'était suffisant. Et puis, deuxièmement, il a fait, à mon avis, le bon choix
tactique sur le plan politique, c'est-à-dire que autant Barnier avait essayé de s'assurer des bonnes grâces du Rassemblement national pour pas que le Rassemblement national censure son gouvernement, ce qui au final n'a pas eu lieu, autant Bayrou sait que ou pense que le Rassemblement national n'est absolument pas fiable comme allié, et donc il n'a donné pratiquement aucun gage au Rassemblement national. Il s'est tourné vers le PS, et se tournant vers le PS, il obtient un gain collatéral qui est la fracturation du Front populaire, du nouveau Front populaire, ce qui fait que là, le paysage politique est quand même relativement ouvert pour lui. Il a un budget, donc il va y avoir quelques motions de censure, mais là elles vont toutes être votées d'ici la semaine prochaine, ça fait absolument aucun doute. Il a devant lui une année avec des textes, on va sans doute y revenir, où il va pouvoir se passer un certain nombre de choses au Parlement, même s'il ne sera pas comme quand on a une majorité. Il se reposera la question du budget en novembre prochain. Donc moi je pronostique, je me risque, je pronostique un gouvernement Bayrou qui tiendra nettement plus longtemps que le gouvernement Barnier. C'est votre avis, Sophie Dravinel ? Moi, je pense que c'est une question de mois. Alors, effectivement, on peut parler du budget à l'automne prochain. Je pense qu'il y aura quand même un texte qui risque d'être un petit peu compliqué, qui est celui sur la réforme des retraites. Ça va dépendre de ce qui sort de ce fameux conclave, n'est-ce pas, de cette réunion de tous ceux qui sont censés refondre le texte sur les retraites pour voir un peu ce qu'il en sort entre les hauts fonctionnaires, l'administration et les représentants syndicaux et des partis. Moi, je pense que les socialistes quand même fourbissent leurs armes. Alors aujourd'hui, et que François Bayrou n'est pas à l'abri de tomber avant l'été, c'est-à-dire au moment où une nouvelle dissolution sera possible. Je ne vois pas comment le Parti socialiste pourrait voter la censure, donc la chute du gouvernement avec le risque d'élection anticipée, alors que le nouveau Front populaire qui a permis au Parti socialiste d'accéder au second tour des élections législatives, dans un certain nombre de circonscriptions, est en lambeaux. Donc il y a une problématique. Je pense que les insoumis savent compter. C'est-à-dire que effectivement, je pense que les insoumis n'ont pas comme souci premier de construire une majorité, alors que pour le Parti socialiste, surtout à un an des élections municipales, et n'a qu'une seule idée en tête, j'imagine, c'est d'être en capacité de rassembler une majorité pour lui permettre de sauver les grandes villes qu'il a et d'accéder et de garder son socle de députés dans l'Assemblée nationale suivante. Donc je pense que le Parti socialiste aujourd'hui n'est pas en mesure d'affronter des élections législatives à court terme. Ils auraient intérêt, de fait, à une forme de proportionnelle où ils seraient garantis de garder leurs députés. De fait, je pense qu'il y a effectivement une vraie rupture à gauche, comme vous le soulignez très justement. Je ne sais pas si on peut dire que le NFP est mort. Moi, je pense qu'on ne va pas le dire aussi rapidement. Évidemment que Jean-Luc Mélenchon, qui était hier soir, mercredi soir, en meeting à Angers, a tonné très très fort. On a vu des affiches absolument impressionnantes avec peut-être sur les réseaux sociaux, ceux de nos auditeurs qui s'y promènent l'auront vu, une affiche avec Emmanuel Macron et d'un côté Olivier Faure, de l'autre Marine Le Pen, comme si Olivier Faure avait participé avec Marine Le Pen dans une forme de collaboration. Ça a beaucoup choqué dans les partis, dans les mouvements là. C'était peut-être une IA ? C'était pas tout à fait une IA, c'était un vrai dessin d'illustration. Mais de fait, je pense que Jean-Luc Mélenchon veut casser ce NFP. Sauf que le Parti socialiste, avec les écologistes d'ailleurs et les communistes, parce que ces deux derniers partis sont un peu ennuyés d'être écrasés entre les socialistes, tiraillés entre socialistes et insoumis. Ouais. Mais de fait, je pense que Jean-Luc Mélenchon n'est pas propriétaire du nouveau Front populaire et qu'il peut se passer beaucoup de choses et que surtout cette espèce d'expression paroxystique de crise de Jean-Luc Mélenchon traduit aussi une forme, même s'il conserve des forces, une forme d'isolement. Et je ne parierai pas sur le fait que les socialistes n'aient pas intérêt à retravailler avec les communistes et les écologistes, et notamment pour ces municipales qui s'annoncent. Il reste quand même une inconnue
qu'on n'a pas encore expérimenté depuis la dissolution, c'est quelle est la capacité de l'Assemblée nationale et du Sénat, donc du Parlement en général, de travailler en l'absence de majorité. Parce qu'on a, depuis 6 mois, on parle que peut faire un gouvernement en l'absence de majorité. Mais que peut faire le Parlement en l'absence de majorité ? C'est-à-dire qu'on a sur la table de l'Assemblée nationale, en tout cas l'agenda politique, la loi fin de vie, la loi agricole, la réforme du scrutin dans les grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, la loi du narcotrafic, on voit bien qu'elle est quand même passée. La proposition de loi que propose Attal sur la justice des mineurs. Il y aura une proposition de loi LR sur l'immigration. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de dossiers qui sont d'initiative parlementaire. En attente. Voilà. Et on ne sait pas, pour l'instant, on pronostique que certains sujets vont avoir une majorité que d'autres non, mais on ne sait pas comment ça va se faire. Et ça, c'est pour ça que je pense que les mois à venir vont explorer un certain nombre d'hypothèses parlementaires et que ça va occuper toute l'énergie des députés. A priori, c'est comme depuis 2022, c'est-à-dire c'est texte par texte. On voit bien, là, par exemple, vous en parlez très justement, PLM, Benoît Payan est plutôt favorable finalement, à quelques petits points près de même façon. Benoît Payan, le maire socialiste de Marseille, de la même façon. Donc la réforme du vote. Lyon-Marseille, qui est la réforme d'un vote pour les municipales. Et à Lyon aussi, Grégory Doucet n'y est pas opposé, alors qu'à Paris, effectivement, Anne Hidalgo ne le souhaite pas du tout. Mais il y a ça va se jouer sur... cas par cas. Vraiment au cas par cas, parce que sur cette loi PLM, qui est très intéressante, parce que c'est effectivement l'enjeu de parmi les 3 plus grandes villes de France, et ils ont le droit de le faire dans les 6 mois, techniquement, dans les 6 mois qui précèdent. Et donc, ça peut très bien fonctionner. La loi fin de vie, on voit aussi du tirage entre François Bayrou et les autres, le fait de savoir s'il faut un texte, plusieurs textes. Le tirage n'est pas que partidaire, il est aussi largement... il dépasse les partis, et du coup, ça va se jouer loi par loi. Sophie de Ravinel et Père Arnaud Alibert, on passe au droit du sol, on met une virgule ou pas ? Pas de virgule, parce qu'en on fait, enchaîne. Le sujet est continu. Le sujet est lié, à mon avis. Tout est lié, comme dirait le pape François. Écoutez, vous avez des références. Le droit du sol à Mayotte est débattu justement donc à l'Assemblée. À peine dépêtré de la séquence budgétaire, le gouvernement est décidé à embrayer sur des mesures d'ordre et d'autorité. Je le cite, ce qu'il pourra opportunément défendre aujourd'hui, donc avec l'examen d'un texte visant à durcir les restrictions au droit du sol à Mayotte. Alors voilà un cas pratique, concret. La question du droit du sol se pose à Mayotte, mais est-ce qu'elle se pose aussi ailleurs ? Puisque Mayotte est département français, on peut imaginer que les choses soient aussi étendues. Qu'est-ce que vous en pensez, Père Arnaud Alibert ? Eh bien, il y a plusieurs droits qui sont là devant les yeux. Il y a le droit du sol, il y a le droit des gens, c'est-à-dire le droit des peuples, et il y a le droit des personnes. Sachant que toute personne, même sans papier, a des droits, en France en tout cas. Donc, il faut jongler parmi ces droits. Nous publions une tribune dans La Croix de Jean-François Merle, qui a été conseiller de Michel Rocard à l'Outre-mer, qui rappelle la question de Mayotte. La question de Mayotte, c'est qu'en 1975, il y a eu un référendum pour savoir si, oui ou non, les Comores restaient dans la République. Et la décision qui avait été prise, ça a été de dire que le comptage de ce référendum... Pardon, ce rappel, ça a l'air technique, mais c'est très important. Que le comptage de ce référendum se ferait par île et non dans la totalité de l'archipel. Comme si on disait, en fond, prenons un exemple, au Royaume-Uni, on avait dit le référendum du Brexit se fait par pays, donc l'Écosse, le Pays de Galles, l'Angleterre et l'Irlande du Nord, séparément. Sans mélanger les voix. Sans mélanger les voix. Pourquoi ? Quel est le résultat ? Le résultat, c'est que globalement dans les Comores, le vote a été pour l'indépendance, mais que l'île de Mayotte, à 63%, a voté pour rester. Et c'est par la suite, en 2014, qu'elle est devenue département français. Donc, Mayotte s'est séparée donc de l'archipel des Comores, sachant que c'est la même population, c'est la même histoire, c'est la même culture. Alors, on va dire, il y a toujours des différences. Évidemment, on ne peut pas dire que c'est la même population quand on est même en France. Je veux dire, un Alsacien, un Breton, un Occitan, c'est pas la même population, mais c'est en fait la même histoire, c'est le même destin, c'est le même langage. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, Mayotte s'est extrait de l'archipel des Comores
avec pourtant des liens humains extrêmement forts, ce qui fait qu'on ne peut pas penser que les gens des Comores n'ont rien à voir avec les Mayotte, comme on dirait qu'un Autrichien qui viendrait en France, on dirait, écoutez, oui, enfin, on a l'Europe en commun, mais enfin, vous êtes Autrichien, nous on est Français. La frontière n'est pas à ce niveau-là. Donc, la question qu'il faut que aujourd'hui est à résoudre, c'est comment, concrètement, on peut faire droit à la volonté du peuple mahorais d'être rattaché à la République avec les promesses de la républicaine française, sachant qu'en face, dans les Comores, il n'y a pas du tout les mêmes promesses. On a un pouvoir politique qui est extrêmement corrompu depuis, qui ne s'arrange pas avec l'élection de Assali Assoumani, qui en est le président. Le fait que le niveau économique est très très dégradé. Voilà le débat. Alors, si on dit aujourd'hui il faut réformer le droit du sol pour essayer d'endiguer le flux de migration vers Mayotte, c'est une des solutions, mais le maire, parce que nous avons dans notre journal interrogé un maire, donc le maire j'ai oublié son nom, mais d'une ville de 11 000 habitants, nous dit que en fait la dernière réforme qui date de 2018 où on a rajouté des contraintes au droit du sol n'a pas produit d'effet. Donc est-ce que celle-ci en produira? C'est même pas sûr. Sophie Dravinel. Oui, et c'est vrai que je lisais ce matin la réaction d'Estelle Youssoufa, qui fait partie du groupe Liot, qui est une députée de Mayotte, et qui dit effectivement qu'on peut envisager, pourquoi pas, effectivement une évolution ou de retoucher au texte, même avec les limites que vous apportez sur le fait de savoir s'il y aurait un effet ou non. Mais ce dont il faut se méfier, dit-elle, c'est de ne pas importer la réalité de Mayotte en métropole, même si ce terme de métropole est aussi controversé, mais en tout cas en Europe, et que c'est sur notre territoire, je ne sais pas quel est le terme qu'il faut employer quelquefois, métropolitain, mais bon, voilà. Et du coup, elle a raison, parce que là, on voit bien derrière cette niche une volonté, évidemment, une politique qui est de faire de Mayotte un laboratoire, un cheval de Troie de quelque chose. C'est pas un laboratoire, je pense que c'est plutôt un cheval de Troie. C'est-à-dire, c'est-à-dire c'est en fait un prétexte pour transformer une réalité métropolitaine qui est autre. Et du coup, dans ce dont nous parlions tout à l'heure, ou je sais plus si c'était sur votre plateau, mais avec Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, leurs stratégies différentes et la tension qu'il y a avec le Rassemblement national et la possibilité de tendre une main, même symbolique, de répondre à des attentes présumées des électeurs en matière de sécurité, en matière d'immigration, avec les stratégies différentes d'Éric Ciotti, d'Union des droites et d'autres qui disent non, il faut rester chez LR, leur tendre la main, les faire venir. Et en fait, dans ce texte particulièrement, on sent bien cette tentation-là. Et en tout cas, c'est... Quelle tentation? Alors, attendez, quelle tentation précisément? On sent la tentation de se durcir? Oui, absolument. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Oui, non, je ne sais pas. Je pose la question pour que ce soit clair pour les personnes qui nous écoutent. C'est-à-dire, vous estimez qu'en fait, c'est une sorte d'opération un peu de communication sur le droit du sol pour que le message passe en métropole auprès des lecteurs. Je ne sais pas si c'est de la communication ou une volonté de changer le droit. Moi, je pense... Pardon ? Allez-y, la dernière... Oui, je pense qu'en fait, il y a aussi une réalité... Enfin, les réalités n'ont rien à voir. Donc, je vais rappeler la réalité historique et la réalité démographique. Aujourd'hui, à Mayotte, les 3/4 des enfants qui naissent sont nés de parents des Comores. Donc, il y a aussi à assurer un avenir juridique à ces enfants. Donc, la réforme vise à demander à ce que ce soit les 2 parents qui soient en situation régulière depuis plus d'1 an pour que l'enfant bénéficie du droit du sol. On va voir si ça produira ses effets. Merci pour ces précisions. Merci. Arnaud Alibert, Sophie Dravinel, ce matin dans le débat du jour. Merci Louis Dauphren, merci Pierre-Henri Paget qui réalisait depuis 6h30 cette matinée.